Bonjour, bonsoir, nos amis téléspectateurs, téléspectatrices. Merci de votre attention et votre fidélité à Mise au point, notre rendez-vous quotidien pour discuter, dialoguer sur les faits d'actualité. Ce matin, on va parler de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie qui vient de lancer un concours de jeunes journalistes en Haïti. C'est pas nouveau, c'est une nouvelle édition, je crois que c'est la septième édition. C'est la sixième édition. Donc nous allons parler de la francophonie de l'OIF, sa mission en Haïti, ses activités en Haïti, et particulièrement pendant la période de la pandémie du coronavirus et autres activités. Et pour cela, nous avons en studio avec nous une personne bien indiquée, c'est le représentant régional de l'OIF, M. Emmanuel Adjovi, qui est avec nous et que nous disons bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour, Monsieur Dumont. C'est un plaisir d'être dans vos locaux, dans votre studio, et aussi un plaisir de discuter avec vous en face des téléspectateurs de la TNH. Ça fait quelque temps depuis que vous êtes en Haïti. Oui, ça fait plus de 2 ans que je suis en Haïti. Je suis venu ici au mois de mai 2018. Donc, j'ai déjà fini mes 2 ans. J'ai entamé ma troisième année en tant que représentant régional de la francophonie en Haïti. Avant d'être en mission en Haïti, vous étiez où? Avant d'être en Haïti, j'étais à Paris, au siège de la francophonie où j'ai été en charge de plusieurs dossiers. Mais en étant au siège de la francophonie, je couvrais plusieurs régions, donc j'étais tout le temps en déplacement. Et donc j'ai voulu m'asseoir un peu. Et m'asseoir, c'est dans la région des Caraïbes. Pour mieux connaître cette personnalité, parlez un peu de vous et votre passé. Vous étiez journaliste, je crois. Ah oui, vous êtes bien renseigné et effectivement, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai eu une triple formation de juriste, de journaliste et de spécialiste du numérique. Donc, j'ai exercé comme journaliste, j'ai exercé comme enseignant du droit. Je suis titulaire d'une thèse en droit. Et à ce titre, j'ai exercé dans plusieurs universités au Bénin et en France et en Côte d'Ivoire. Donc, et je continue d'ailleurs d'être vacataire à Télécom Paris-Tech en tant qu'intervenant dans le domaine de la régulation du numérique. Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc en tant que juriste, en tant que journaliste et en tant que spécialiste du numérique. Donc vous êtes béninois? Absolument, je dis toujours aux gens que je viens du premier pays d'Haïti. Donc je suis ici chez moi et je me sens entièrement dans mon pays, en Haïti, et je suis comme le poisson dans l'eau. Et il me reste simplement à parfaire mon créole pour pouvoir être en mesure de parler. Je ne veux pas paraître ridicule, c'est pourquoi je ne me précipite pas pour parler publiquement créole, mais sinon j'essaie d'avancer quelques mots et de commencer par dire aux gens, moi capable de parler créole. Qu'est-ce que vous aimez le plus en Haïti? Qu'est-ce que vous attire le plus? Ce qui m'attire d'abord, c'est la sympathie de ce peuple. C'est un peuple profondément attachant. Si ce n'est pas les circonstances économiques et sociopolitiques qui amènent les gens à se mettre dans des états difficilement qualifiables, c'est un peu particulièrement attachant et qui veut vraiment échanger avec l'extérieur. C'est aussi un peuple très attaché à sa liberté et à son indépendance. Et je dis souvent aux gens que les Haïtiens développent un patriotisme cocadier, c'est-à-dire qu'ils portent le patriotisme en bandoulière pour montrer que vraiment ils sont d'attaque, mais j'ajoute qu'il est important que au-delà de l'affirmation de ce patriotisme, de l'affirmation de ce nationalisme, il est important de traduire tout cela dans les faits, dans la façon dont on se comporte en tant que citoyen, dans la façon dont on se comporte en tant qu'acteur politique,
en tant qu'acteur économique, en tant qu'acteur social. Nous allons approfondir cet aspect tout à l'heure, puisque je pense que l'OIF fait la promotion de la démocratie, mais nous allons voir cet aspect tout à l'heure. Mais parlons de l'OIF. Depuis quand cette organisation est en Haïti? D'abord, avant même de dire l'arrivée de l'OIF en Haïti, il faut saluer le fait que Haïti soit un pays fondateur, un membre fondateur de notre organisation qui a été créée en 1970, le 20 mars 1970 à Niamey. Parmi les 21 pays qui étaient présents à Niamey, il y avait Haïti. Donc, de ce point de vue, je dois rendre hommage à ce pays. Mais après la création de l'OIF a eu un parcours et c'est dans le processus de ce parcours que notre organisation a décidé d'implanter dans la région des Caraïbes une antenne. Et la première antenne de la région des Caraïbes a été installée ici en 2005. Après, bien évidemment, les événements de 2004. Et à partir de ces événements, la francophonie a estimé que c'est important d'assurer une présence permanente ici. Et dès le mois de mars 2005, nous avons envoyé un représentant ici qui a travaillé à la mise en place d'un bureau régional. D'abord, on l'a appelé antenne régionale des Caraïbes. Après, ça a évolué vers un bureau régional et c'est maintenant une représentation régionale pour les Caraïbes et l'Amérique latine. Donc, depuis 2005, nous sommes présents physiquement en tant que bureau dans cette région. Vous êtes en Haïti depuis en 2005, après les événements de 2004. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont les violences qui vous ont amené ici? Oh non, on ne peut pas dire que ce sont les violences parce qu'avant cela, on était ici, on venait ici. Okay. Et moi-même, personnellement, je venais en mission ici et je rencontrais des gens, j'ai beaucoup d'amis et j'en ai perdu quelques-uns pendant le tremblement de terre, paix à leur âme. Et donc, on venait ici, on menait un certain nombre d'activités ici, mais après les événements de 2004, le président Abou Diouf, qui était le secrétaire général de la francophonie, avait décidé de consolider la présence de la francophonie ici et de faire en sorte qu'on ait une présence permanente pour pouvoir être utile à Haïti et à la région des Caraïbes et à l'Amérique latine, parce qu'il faut savoir que dans la région, il y a d'autres États membres comme la Dominique, il y a Sainte-Lucie qui est également État membre, il y a des États observateurs de la francophonie qui sont dans la région comme la République dominicaine, qui est un État observateur, il y a le Costa Rica, État observateur, vous avez l'Argentine, vous avez le Mexique, vous avez l'Uruguay. Donc ces États-là sont des États observateurs et c'est des observateurs très actifs au niveau de l'organisation qui participent à un certain nombre d'activités, qui veulent savoir ce qui se passe au niveau de la francophonie et dans quelle mesure ils peuvent s'impliquer dans les activités de la francophonie. Et tout cela amène le président Abou Diouf à décider de l'implantation d'un bureau ici en Haïti et nous sommes là depuis 2005. Donc la mission de l'OIF en Haïti, c'est quoi? D'abord, la mission de l'OIF en Haïti n'est pas détachée de la mission de l'OIF dans l'ensemble. Okay. Et il faut rappeler que le mandat donné par les chefs d'État et de gouvernement pour notre organisation se décline en 4 grandes missions. La première mission, c'est la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique. La deuxième mission, c'est la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. La troisième mission porte sur la promotion, l'appui de l'enseignement, de l'éducation, de l'enseignement technique et professionnel. Et la quatrième mission porte sur le développement durable et économique. Et au-delà de ces 4 missions, nous avons des missions transversales, c'est-à-dire la promotion du numérique, le développement du numérique. Nous avons aussi, en termes de missions transversales, l'accompagnement de la société civile. Et enfin, en termes de missions transversales, nous travaillons sur l'égalité hommes-femmes. Donc, en Haïti, nous avons les mêmes missions que tous les bureaux. Bien évidemment, compte tenu des contextes, il faut voir quelles sont les priorités à mettre en avant dans tel ou tel contexte. Quand on est en Haïti,
La première priorité, c'est d'abord de constater que c'est un pays qui a une dimension culturelle très forte. Et il y a beaucoup d'artistes, il y a une production artistique abondante, tout ça. Donc, il faut s'intéresser à cette problématique et voir comment l'accompagner. La deuxième problématique en Haïti, bien évidemment, vous le savez très bien, la question de la démocratie, de l'état de droit, de la paix sociale est une préoccupation fondamentale. La troisième préoccupation ici aussi en termes de problématique, il y a aussi l'environnement, si j'ose dire, c'est-à-dire que Haïti est soumis à certains événements naturels qui sont de nature à impacter sérieusement la vie des individus, la vie des populations. À partir de ce moment-là, on doit s'intéresser à cette problématique. Enfin, quatrième priorité, c'est la question de l'éducation, qui est une question cruciale. Donc, je m'en arrête là, mais cela dit, en dehors de ces priorités, nous travaillons sur d'autres problématiques qui concernent le numérique, voire parce qu'il faut bien se rendre compte que le monde d'aujourd'hui et de demain est le numérique. Et le numérique n'est pas une option, c'est une nécessité. Prenons le premier axe de les différents aspects de votre mission, la promotion de la langue française. Est-ce qu'il y a vraiment ces problématiques en Haïti? Est-ce que vous avez fait vraiment une étude pour voir combien d'Haïtiens qui parlent correctement le français? Correctement, on n'a pas fait d'études là-dessus. Mais il y a des Haïtiens qui parlent français. Et dans la constitution d'Haïti, il est dit qu'il y a 2 langues officielles. Et d'ailleurs, ça ne date même pas de 87. Avant 87, les pères fondateurs, avec les Dessalines et autres, avaient institué le français comme langue nationale. Et en 87, avec la constitution de 87, on a mis le créole et la langue française. Et il faut même constater que ce pays dispose de beaucoup d'écrivains, des écrivains de très très grande qualité, dont l'un des meilleurs, en tout cas l'un des célèbres, à l'Académie française. Cela montre quand même un intérêt très fort de ce pays pour la langue française. Et indéniablement, au niveau des écoles, on se rend compte que, eh bien, jusqu'à la 9e, on parle le créole et après, on parle français. Donc, le français est une réalité historique en Haïti et quelle que soit sa dimension actuelle, il faut travailler dans ce sillon historique pour faire en sorte que Haïti soit davantage ancré en francophonie et parce que le français, c'est, comme l'a dit quelqu'un, c'est un butin de guerre. C'est-à-dire que nous l'avons découvert dans les décombres du colonialisme. Et c'est devenu aujourd'hui un ciment pour les pays francophones parce que grâce à ce véhicule, vous et moi, nous parlons dans une langue, nous nous comprenons dans cette langue. Et il y a aujourd'hui 300 millions de locuteurs du français dans le monde. Et les statistiques nous disent que d'ici à 2050, ce serait 750 millions, près de 800 millions de locuteurs en français. Donc, c'est quand même une réalité très, très importante qui amène à dire que les Haïtiens doivent se préoccuper également de la langue française, sans bien entendu négliger le créole, qui est la langue fondamentale d'Haïti, qui est la langue mère d'Haïti. Et d'ailleurs, dans l'approche de la francophonie, nous tenons compte de cette réalité. C'est pourquoi nous parlons de la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique. Cela est très clair pour montrer qu'il y a des langues partenaires de la francophonie et qui fait que la francophonie est partisane du multilinguisme, fait en sorte qu'il y a une diversité de langues et c'est cela qui fait la beauté du monde. Est-ce que vous êtes au courant de cette problématique en Haïti au niveau de la langue française? Parce que même au niveau de notre système éducatif, on dit qu'on apprend beaucoup plus les élèves à écrire le français et non à parler le français. Oui, ça fait partie des problèmes qui peuvent être réglés. L'essentiel, c'est de diagnostiquer. Lorsqu'on pose le diagnostic, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des dysfonctionnements, on peut corriger. Pour moi, le problème n'est pas d'identifier le problème.
identifier le problème est une bonne chose. C'est la première étape. Après, comment on fait? Comment on améliore cela? Et donc, nous sommes toujours dans cette démarche d'amélioration continue parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde parfait. C'est un monde qui demande à être amélioré. Et les êtres humains sont des êtres perfectibles. Et il faut travailler à cette perfection du monde en faisant le constat des problèmes qui existent parce que les problèmes sont consubstantiels à l'existence humaine. Les problèmes sont consubstantiels à la vie sociale, à la vie économique, à la vie politique. Et lorsqu'il y a des problèmes, eh bien, comment on règle ça? C'est cela qui est important. En ce sens-là, quelles sont les actions concrètes posées par vous pour pallier ce problème? Et nous ne sommes pas adressés à ce problème plus particulièrement parce que cela relève de la souveraineté nationale, ces préoccupations. Nous sommes dans des démarches d'accompagnement de ce qui se fait sur le plan national. Parce que la démarche de l'OIF, ce n'est pas de se substituer à l'État, de se substituer au pays. La démarche de l'OIF, c'est d'accompagner les pays. Donc, c'est en fonction des politiques publiques qui sont développées dans les pays que l'OIF les accompagne. Et dans le domaine de la promotion de la langue française, de la diversité culturelle, nous avons, par exemple, deux actions majeures actuellement. La première action qui a commencé depuis et que nous allons renforcer, c'est que nous avons, par exemple, installé sur le territoire d'Haïti 16 centres de lecture et d'animation culturelle, les CLAC. Et je crois que quand vous allez à l'intérieur du pays, c'est souvent les seules infrastructures culturelles qui existent et dans ces espaces-là. Et donc, cela permet de faciliter l'accès à la lecture publique dans le pays, à l'intérieur du pays. Les jeunes qui veulent lire, apprendre à lire des romans, à lire des auteurs à travers le monde, ont un centre où ils vont retrouver de la documentation. On en a 16 sur l'ensemble du territoire haïtien. Et nous envisageons actuellement travailler à la réhabilitation de ces centres, au renforcement, à la redynamisation de ces centres. Et nous allons signer bientôt avec le ministère de la Culture un protocole d'accord en vue de la redynamisation des centres et de leur modernisation, parce que nous voulons introduire le numérique dans ces centres de lecture et d'animation culturelle. Ça, c'est le premier volet de notre action. Le deuxième volet de notre action, c'est que nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Culture à la mise en place d'une politique publique, donc d'une stratégie nationale pour les industries culturelles et créatives. Parce que ce pays dispose, comme je vous le disais au départ, d'un énorme potentiel en termes de créativité culturelle. Mais dans la réalité, ça ne génère pas beaucoup de revenus pour le pays. Ça ne génère pas de l'argent pour le pays. Quelle stratégie mettre en place pour que la culture génère de l'argent pour le pays? Eh bien, nous sommes en train de travailler actuellement avec le ministère de la Culture et de la Communication pour pouvoir répondre à cette problématique de façon structurelle. Et de ce point de vue, le ministre de la Culture et de la Communication, M. Pradel Henriquez, que je salue au passage, est très très engagé dans le cadre de ce processus et je ne peux que m'en réjouir. Et troisième élément sur lequel nous avons commencé par travailler, mais nous allons redimensionner, nous nous préoccupons de la formation à distance des maîtres. Nous avons au niveau de l'OIF un dispositif qu'on appelle IFADEM, c'est-à-dire Initiative de formation à distance des maîtres. Vous savez qu'aujourd'hui, la population scolaire explose partout et que la première question à régler, c'est la question des formateurs, ceux qui sont chargés de former ceux-là. Et ceux-là, la plupart des États ont de la difficulté à former beaucoup d'enseignants pour répondre à ce besoin. Eh bien, au niveau de l'OIF, nous avons un dispositif qu'on appelle IFADEM, comme je le disais, et ce dispositif permet de former à distance les maîtres. Donc, cela règle les problèmes d'espace pour former et aussi les problèmes en termes de nombre.
Nous avons commencé une démarche en Haïti et cela a été arrêté pour des raisons internes à Haïti et nous réfléchissons à comment faire pour continuer à apporter notre appui de ce point de vue. Quels sont les appuis que vous avez apportés au niveau de la démocratie en Haïti? Ah, beaucoup. Beaucoup. Et comme vous le savez, le terrain haïtien n'est pas très simple. C'est très complexe. C'est très complexe et nous en sommes conscients. Et que c'est un terrain aussi glissant. Et nous essayons de voir comment nous pouvons être utiles. Parce que nous partons toujours de la démarche qu'il ne s'agit pas pour l'OIF de se substituer aux Haïtiens. Et notre démarche, c'est toujours de dire aux Haïtiens, voilà ce que nous sommes capables de faire en tant qu'OIF. Voilà ce que nous proposons comme outil pour pouvoir contribuer au fonctionnement de la démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas simplement les élections. Il y a aussi la vie démocratique. Et l'un des aspects de la vie démocratique, on l'oublie souvent, c'est les médias. Les médias constituent un vecteur de la démocratie parce que c'est les médias qui donnent l'espace aux acteurs politiques pour s'exprimer, pour que le débat démocratique puisse se faire. Les médias contribuent aussi à la citoyenneté, au développement de la citoyenneté dans le pays. Donc, vous ne pouvez pas travailler sur la démocratie en négligeant les médias. Et c'est pourquoi ici, nous travaillons beaucoup avec les médias. Et l'un des exemples, c'est le prix Jeune Journaliste en Haïti, qui constitue une façon pour nous d'intervenir dans le secteur des médias. Nous réfléchissons aussi à comment faire pour aller plus loin que ce prix des jeunes journalistes en Haïti. Et lorsque nous avons aussi beaucoup travaillé avec le CEP, le comité, le conseil électoral qui est toujours provisoire, contrairement au thème de la Constitution qui est demandé un conseil électoral permanent, mais le provisoire dure depuis 1987. Et nous travaillons avec le CEP. Maintenant, il y a un nouveau CEP, il y a des polémiques, tout ça. Nous observons tout cela de près. Et ce que nous savons, dès que les Haïtiens seront prêts, eh bien, nous pouvons déployer des experts en matière électorale. On l'a déjà fait par le passé, les élections antérieures, et qui s'y connaissent en la matière, qui peuvent aussi apporter leur appui. Au niveau également de l'état de droit, nous avons par le passé travaillé beaucoup sur la justice. On a eu un projet quadripartite ici sur la justice, d'appui à la justice en Haïti. Et ce projet avec l'Union européenne, le Canada, ce projet a pris fin, mais nous continuons à travailler avec les acteurs de la justice. L'année dernière, par exemple, nous avons fortement soutenu l'organisation du congrès de l'Union internationale des avocats qui s'est déroulé à Decameron, ici avec le bâtonnier Stanley Gaston, et aussi le bâtonnier défunt Dorval Montferrier, à qui je voudrais rendre hommage et m'incliner devant sa mémoire, sa mémoire parce qu'il nous a quittés très tôt dans des circonstances très douloureuses, et je continue de porter le deuil du bâtonnier Dorval. Pensez-vous que la situation actuelle est propice à l'organisation des élections? Ce n'est pas moi qui décide de ça. Ce sont les Haïtiens qui décident de ça. Si les Haïtiens nous disent que c'est propice à l'organisation des élections, eh bien, nous allons y contribuer. Donc, moi, en tant que représentant de la francophonie ne va pas dire « Ah, la situation est propice à l'organisation des élections ». Nous observons tout ce qui se passe. Nous savons qu'il y a des polémiques, il ne faut pas être naïf et autres. Et nous voyons que ce n'est pas simple et qu'il y a un combat entre l'opposition et le pouvoir en place en la matière. Et nous avons aussi l'expérience.
du terrain d'Haïti, parce que ce type de bataille, pour nous, ce n'est pas nouveau. Et quand on connaît bien l'histoire d'Haïti, on peut savoir que ce n'est que la répétition de beaucoup de batailles d'Haïti. Et nous avons beaucoup lu sur l'histoire d'Haïti, les luttes politiques et les élections en Haïti. Ce n'est pas pour nous une nouveauté. Donc, ce qui se passe actuellement, pour nous, simplement, c'est la répétition de ce qui s'est passé à travers l'histoire d'Haïti et qui, parfois, a débouché sur des situations très compliquées pour ce pays. Rappelez-vous tout ce qui s'est passé après la démission forcée du président Magloire en 56. De 56 à 57, on a vu toute la bataille qui a eu lieu. Et à la fin, cela a débouché sur la prise de pouvoir par Duvalier le 22 octobre 1957. Et tout le monde connaît la suite. Exactement. Donc, il est important pour les acteurs haïtiens, ce que je dis toujours, de tirer les leçons du passé, de réfléchir à toutes ces problématiques et de toutes les transitions qu'on a eues et autres, pour tirer les leçons pour le pays. Donc, une fois encore, ce n'est pas nous qui décidons pour les Haïtiens. Il appartient aux Haïtiens de nous dire nous sommes prêts et nous allons les accompagner. Partant de vos expériences, de vos analyses, vous avez parlé de la complexité de la réalité haïtienne. Pour vous, qu'est-ce qui rend le terrain aussi complexe? La première difficulté en Haïti, ce n'est pas seulement politique, c'est d'abord social. C'est la difficulté pour les Haïtiens de s'écouter. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un sujet qui se pose, qui est en place, il est toujours difficile pour les Haïtiens de s'écouter. Chacun tient à faire passer son point de vue. Chacun veut faire passer pour dire c'est lui qui détient la vérité et il doit imposer son point de vue. Et quand ça vient au niveau politique, ça devient difficilement gérable. On l'a vu, on le voit au niveau du Parlement. Et donc, il y a une première difficulté et qui est d'ailleurs en contradiction avec la culture profonde de ce pays parce que, comme je le dis souvent, c'est ici que j'ai appris qu'il y a une formule pour dire « Anchita parler ». Mais on ne met pas ça en pratique. C'est ici que j'ai appris « tête ensemble ». Ce sont des expressions très, très imagées et qui ont été inventées par les ancêtres, par les fondateurs de ce pays et qui sont allés tellement loin qu'ils ont mis comme devise « l'union fait la force ». Les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les intellectuels ont du mal à mettre tout cela en œuvre, à pratiquer cela et à se parler. Se parler et parler véritablement des problèmes du pays. Écouter l'autre, parce que l'autre a une part de vérité. Personne ne détient la vérité avec grand V. Chacun de nous a une part de vérité. Écoutez la part de vérité de l'autre et que l'autre aussi écoute sa part de vérité, et l'ensemble de ces parts de vérité vont converger pour devenir la vérité du pays. Et cela manque fondamentalement à Haïti. Et c'est cela déjà la première difficulté. D'autres difficultés ont été évoquées aussi par des chercheurs, et comme l'historien Benoît, qui est en même temps homme politique, et qui a dit de façon très claire qu'il y a une culture de l'autoritarisme au niveau des acteurs politiques. Lorsqu'ils prennent le pouvoir, eh bien, ils ne considèrent plus la minorité. On veut exercer le pouvoir de façon autoritaire en excluant tous les autres. Et que même ceux qui sont dans l'opposition sont dans la minorité, dès lors qu'ils se retrouvent dans la situation de prise de pouvoir, ils pratiquent la même chose. Donc, et une grande dame me disait un jour, ce pays n'est pas un pays de dialogue, ce n'est pas un pays de consensus, c'est un pays de rapport de force. Donc, il y a une volonté de rapport de force qui aboutit souvent à des drames, mais on n'en tire pas souvent les leçons.
Mais aujourd'hui, quelle est la place du dialogue dans la résolution de ce conflit? La résolution du conflit, c'est le dialogue. Il n'y a pas autre chose à faire. Si on refuse le dialogue, ça veut dire qu'on a opté pour que le conflit ne soit pas résolu. Et moi, je le dis de façon très claire, je ne varie pas là-dessus. C'est mon analyse. Et je sais qu'il y a des acteurs qui ne sont pas d'accord avec mon analyse, mais ça ne va pas changer. Mon point de vue, après une analyse, c'est qu'il faut le dialogue. Donc, en ce sens, vous prenez aussi la culture de la paix. Qu'est-ce que vous entendez par là? La culture de la paix au niveau... Est-ce qu'on voit seulement lorsqu'il y a des affrontements entre des gangs, contre des groupes armés? Non, pas seulement ça. Non, la culture de la paix se voit déjà en termes de prévention. C'est-à-dire, à partir du moment où des acteurs se parlent, discutent, sans violence, sans intimidation, c'est déjà travailler à la culture de la paix. La culture de la paix, c'est d'entendre l'autre, d'écouter l'autre et de voir ce qui est possible de faire. La culture de la paix aussi, c'est d'avoir une justice qui fonctionne, qui puisse rendre justice à ceux qui ont été brimés. Est-ce que la culture de la paix, c'est d'avoir aussi une presse qui ne soit pas une presse bout au feu, qui soit en train d'alimenter la violence, qui soit en train d'alimenter les confrontations. La culture de la paix, c'est des citoyens aussi qui ne soient pas dans une logique de craser, briser. C'est ça la culture de la paix. Par rapport à la situation actuelle que nous vivons et axée, par exemple, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de kidnapping de nos jours. Quel est le message par rapport à cette culture de paix? C'est de dire à ceux qui font le kidnapping, ceux qui font le craser, briser, ceux qui sont qui ont érigé la manifestation en une industrie nationale, de dire à tout ce monde que ce n'est pas la solution. Que la solution, c'est d'amener les acteurs économiques, d'amener les acteurs politiques, d'amener les intellectuels de ce pays à converger, à travailler ensemble pour que ce pays dispose d'abord d'un consensus national et sur la base de ce consensus, on puisse mettre en œuvre des politiques publiques de développement économique et social qui puissent permettre de relancer l'appareil de production de ce pays, parce que l'appareil de production de ce pays est en panne depuis longtemps. Il faut relancer cet appareil de production et permettre à ce pays de produire de la richesse. Et lorsqu'on produit de la richesse, on est capable de trouver les moyens pour faire face aux problèmes sociaux et économiques du pays. Nous sommes à l'ère des nouvelles technologies, puisque il y a les technologies émergentes de nos jours et on ne peut s'en passer. Vous êtes vraiment intéressé, alors l'OIF est vraiment intéressé par cet aspect-là. Quelles sont les actions posées par rapport à la promotion du numérique en Haïti? On l'a fait, par exemple, l'année dernière, 2018-2019, on a beaucoup travaillé avec les jeunes pour former les jeunes aux technologies émergentes, et notamment les Internet des objets et l'intelligence artificielle. Et on a fait même des travaux pratiques. Et nous nous intéressons particulièrement aux jeunes dans ce domaine-là. Donc, il y a des formations qui ont été organisées avec ISOC, Internet Society, qui est le chapitre haïtien de la grosse structure mondiale Internet Society, pour renforcer les capacités des jeunes à maîtriser les technologies émergentes. Nous avons travaillé aussi avec des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et plus particulièrement de l'entrepreneuriat du numérique. Et nous avons organisé ici un hackathon, c'est-à-dire un concours d'innovation dans les médias qui a permis de primer 3 équipes qui, par la suite, ont bénéficié d'un accompagnement de Bange, qui est l'incubateur, un des incubateurs privés de la place, le principal, et qui a amené ces jeunes à conduire à maturation leur projet. Et donc, nous sommes particulièrement intéressés par la question du numérique et
actuellement, il y a un travail, un projet qui se prépare au niveau de l'OIF pour former les jeunes au métier du numérique. Je crois que d'ici à la fin de l'année, le projet serait fin prêt et c'est pour l'ensemble des jeunes du monde francophone et je crois que Haïti aura sa part dans cette formation des jeunes au métier du numérique. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une explosion des médias en ligne par rapport aux médias traditionnels. Est-ce qu'il y a un apport particulier qui va être apporté au niveau des médias en ligne? Au niveau des médias en ligne, je vous ai parlé du concours qui a été réalisé sur l'hackathon sur l'innovation des médias. C'est un premier apport. Deuxième apport, nous avons accompagné aussi des médias en ligne ici, ceux qui font le fact-checking. L'OIF a accompagné un certain nombre de médias ici pour faire le fact-checking, pour vérifier les fausses informations. Et nous réfléchissons, nous travaillons et nous allons même rencontrer des jeunes acteurs des médias bientôt pour pouvoir réfléchir avec eux, pour voir dans quelle mesure nous pouvons être très utiles en la matière. Donc, nous sommes des acteurs qui agissent et en même temps réfléchissent avec les acteurs du milieu pour voir comment on améliore, parce que nous sommes dans un processus d'amélioration continue de notre travail. Votre travail est au niveau de l'égalité ou l'équité de genre? Absolument, ça c'est... Égalité ou équité de genre? Nous parlons d'égalité de genre, au niveau égalité homme-femme. Égalité homme-femme. Nous avons une stratégie au niveau de l'OIF là-dessus pour favoriser l'égalité homme-femme et déjà faciliter l'accès des jeunes filles à l'éducation. Et en dehors de cela, nous nous sommes préoccupés même récemment, pendant la pandémie de coronavirus, nous avons lancé à l'issue de la première vague de cette pandémie, nous avons lancé un appel à candidature, un appel à projet pour accompagner les femmes qui ont été confrontées à cette réalité. Et c'est sur la base d'un fonds francophone d'accompagnement des femmes. Et nous aurons les résultats de ce premier lancement d'ici au mois de novembre. Mais ça va continuer l'année prochaine. Et je dois vous dire que cet appel à projet a eu beaucoup de succès. Nous avons reçu plus de 1400 propositions. 1400, pas en Haïti, dans le monde. Parce que c'est fait pour l'Afrique et les Caraïbes. Nous avons eu plus de 1400. Et c'est vrai qu'en Haïti, il n'y a pas eu une forte mobilisation comme nous aurions souhaité. C'est surtout en Afrique qu'il y a eu vraiment un engouement extraordinaire. Et j'espère que Haïti va se rattraper lors de la deuxième édition en fournissant beaucoup de projets qui puissent permettre de sélectionner les meilleurs et pour que les ONG qui travaillent avec les femmes puissent les aider à faire face aux conséquences de la pandémie mondiale. Au cours de la première période de la pandémie en Haïti, vous avez fait quoi? La première période de la pandémie, vous savez très bien que toutes les activités ont été suspendues. Mais nous avions commencé un certain nombre d'activités et c'était dans le cadre de la quinzaine de la francophonie. Qui n'a pas pu être célébré présentiellement. Oui, on a commencé dans un premier temps. Quand même, il y a dans les collèges, lycées, collèges de Pétionville et de Port-au-Prince, certains, pas tous, nous avons organisé des ateliers de contes, des ateliers de théâtre, des ateliers de photographie en faveur des jeunes. Une fois encore, vous voyez, nous avons vraiment un tropisme jeune. Et nous nous préoccupons des jeunes. La raison est simple, c'est que les jeunes forment la majorité et l'avenir également de la francophonie. Et nous avons compris qu'il faut se préoccuper des jeunes pour pouvoir répondre. Donc, nous avons fait ces travaux. Nous avons fait aussi la dictée de la francophonie dans la période. Et dans la période aussi, nous avons
commencé le travail avec le ministère de la Culture et de la Communication. Je vous parlais du travail sur la stratégie qui est en cours, qui n'est pas achevée. Et donc, nous avons initié un certain nombre de choses, mais à partir du 18 mars, compte tenu de l'évolution de la pandémie et des mesures qui ont été prises par les autorités d'Haïti, nous avons été conduits à tout stopper, à mettre les choses en veilleuse. Mais il y a une reprise quand même maintenant qui est en cours et nous accompagnons par exemple un certain nombre d'activités qui vont se déployer bientôt. Vous prenez par exemple le Festival des cultures créoles. Nous soutenons cela en se basant sur notre orientation liée à la diversité culturelle et linguistique, donc au multilinguisme. Nous soutenons le Festival des musiques du monde. Nous soutenons le Festival de théâtre qui est organisé par M. Régis, l'écrivain. 4 chemins, non? Pardon? 4 chemins, non? C'est pas... 4 chemins, oui, c'est ça. Le festival 4 chemins, nous soutenons également ce festival. Donc, et pour nous aussi, cela participe de faciliter l'accès à la culture des acteurs, des habitants d'Haïti. Le prix jeune journaliste en Haïti, en quoi consiste-t-il? C'est un concours. C'est un concours qui vise à découvrir les talents et à faciliter la professionnalisation des jeunes talents en Haïti. En ce sens que le concours amène les jeunes à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et en donnant le meilleur d'eux-mêmes, ils affinent leurs compétences. Ils essaient d'intégrer dans leur production les règles, les techniques professionnelles en la matière, mais aussi les règles déontologiques et de façon à être le meilleur possible dans cette compétition-là. Donc, de ce point de vue, ce concours participe à la professionnalisation du secteur des médias en Haïti. C'est un concours de reportage? C'est un concours de reportage. C'est d'abord le reportage. Il s'agit pour les acteurs d'aller réaliser des reportages en fonction de leur catégorie. Quand par exemple vous êtes journaliste, il y a 3 catégories. Lorsque vous êtes journaliste de la presse écrite, vous pouvez participer à ce concours-là en allant réaliser un article de 1000 mots par rapport à au thème qui a été arrêté. 1000 mots et non 1000 caractères. 1000 mots. 1000 mots. 1000 mots, pas 1000 caractères. 1000 mots. 1000 mots. Parce que 1000 caractères, ce serait un peu moins. C'est 1000 mots. Donc, un article de 1000 mots en la matière. Ensuite, pour ce qui concerne la radio, c'est 5 minutes. Un reportage de 5 minutes. Normalement, 3 minutes, en 3 minutes 30. On peut faire un bon reportage en termes de format. Mais comme je dis toujours, mes frères et sœurs haïtiens aiment beaucoup parler. Donc, il faut leur donner quelques temps de respiration. Donc, maximum 5 minutes. C'est maximum 5 minutes. Okay. L'audiovisuel, donc la télévision aussi, c'est 5 minutes. Et d'ailleurs, la dernière gagnante du prix de la télévision, c'est une collaboratrice de la TNH. Rachel Saint-Fort. Voilà. Et elle a bénéficié d'un stage en France, à TV5, pour cela. Donc, nous voulons renouveler l'expérience cette année pour que ces 3 catégories soient concernées par le concours en question. On parle de jeunes journalistes, cela veut dire de quel âge? De 18 à 35 ans. Ce sont des jeunes de 18 à 35 ans. Pas plus. Pas plus. OK. Pas plus. C'est-à-dire que si on a au 30 novembre 2020 36 ans, il faut considérer que on attend un autre concours. Ce concours ne nous concerne pas. Donc, les reportages doivent être réalisés en français? Oui, puisque aussi nous travaillons à la promotion de la langue française. Mais cela dit, lorsque vous le savez fort bien, vous faites un reportage en audiovisuel à la télé et que le reportage est en français, vous pouvez avoir des interlocuteurs en créole qui parlent et vous pouvez faire du sous-titrage, il y a toutes sortes de moyens de gérer ça.
Donc, cela n'empêche d'aller écouter des gens en créole, d'aller interviewer des gens en créole. Après avoir fait ça, on fait le travail professionnel de montage de son reportage et on a un reportage en français. Et ce, d'autant que les membres du jury ne sont pas simplement des Haïtiens, il y a aussi des acteurs internationaux, puisque ce concours est un concours fédérateur qui regroupe des acteurs aussi bien d'Haïti que de la France. Vous avez des partenaires de ce concours qui sont le journal Le Nouvelliste, vous avez Télé Caraïbes, vous avez Télé Pacifique, vous avez également Alter Presse, et vous avez des acteurs de la coopération qui sont l'UNESCO, les ambassades du Canada, de la France, de la Suisse, la Wallonie, Bruxelles. Vous avez sur table aussi en Haïti, le Centre PEN en Haïti. Vous avez la Focale qui est un acteur très important, un soutien précieux dans le cadre de ce concours. Et à l'international, vous avez aussi des acteurs médiatiques français comme Le Monde diplomatique. Vous avez également TV5, RFI et Mediapart, qui est aussi un acteur très important dans ce cadre. Donc, vous vous rendez compte que nous avons des membres du jury qui proviennent de milieux très variés, et le français étant notre ciment, étant notre outil de communication en la matière, il est préférable que le reportage soit en français. Le thème de cette année? Le thème de cette année retenu par les organisateurs du concours, c'est l'école en Haïti. L'école en Haïti. Vous me direz, c'est tout un projet. Exactement, parce qu'il y a plusieurs aspects. Mais c'est ça qui fait la joie du journalisme. Parce qu'il y a plusieurs aspects. Le journaliste doit choisir un angle de traitement. Un angle qui puisse lui permettre de rendre compte des difficultés, des dysfonctionnements de l'école en Haïti, un angle qui puisse lui permettre de rendre compte des dérives de l'école en Haïti, un angle qui puisse lui permettre de rendre compte aussi du fait qu'il y a des initiatives heureuses qui permettent de faire en sorte que l'accès à l'éducation de qualité soit une réalité en Haïti. Donc l'école en Haïti est un vaste projet, et on connaît les dysfonctionnements de l'école en Haïti, on connaît les problèmes structurels, les problèmes conjoncturels, et nous demandons aux journalistes qui veulent faire ça aussi d'aller lire le travail qui se fait au niveau du ministère de l'Éducation pour mettre en place un plan décennal de développement de l'école en Haïti, et pour voir par rapport aux grands objectifs qui sont affichés. Entre autres, c'est l'accès à une éducation de qualité, et voir par la suite de façon concrète sur le terrain si cet accès à l'éducation est facilité, est bloqué, et comment un journaliste peut rendre compte de cette difficulté et démontrer et donner une image de l'école en Haïti. Et c'est ça la force du journaliste, de contribuer également à la résolution des problèmes sociaux. Pour les journalistes, les jeunes journalistes qui nous regardent actuellement et qui seraient intéressés à participer à ce concours, comment ils peuvent constituer leur dossier de candidature? Déjà, leur demander d'aller sur le portail jeunesse de la francophonie. Le portail jeunesse de la francophonie, c'est jeunesse.francophonie.org. En allant sur ce portail jeunesse, ou en allant sur la page Facebook de notre organisation, ces jeunes peuvent avoir toutes les informations qui vont leur dire, premièrement, il est important de fournir sa pièce d'identité pour montrer vraiment qu'on n'a pas 40 ans. Moi, je me considère comme jeune, mais je ne suis pas éligible à ce concours. Et c'est très clair, parce que si je mettais ma carte d'identité dedans, il va se rendre compte que je dépasse largement les 35 ans. Et donc, apporter la preuve qu'on vit en Haïti, apporter aussi la preuve qu'on est jeune journaliste, donc on a fait des productions, donc on a des reportages, donc donner les preuves des reportages qu'on a réalisés en tant que journaliste, presse écrite, presse radiophonique ou presse audiovisuelle, apporter également les preuves en la matière, apporter sa production, d'accord, et aussi faire un pitch, à dire une courte présentation, les jeunes comprennent bien faire un pitch,
pour faire une courte présentation de son reportage. Et le lien, il y a un lien qu'ils vont retrouver aussi qui va leur permettre de déposer l'ensemble de leur dossier, parce que nous voulons que cela soit transparent, parce que derrière ce lien, il y a plusieurs acteurs qui reçoivent les dossiers et pour un traitement diligent. Et tout ceci doit être fait le 30, au plus tard, le 30 novembre à 5h PM. Donc, la dernière date de soumission des œuvres, oui, le 30 novembre à 5h de l'après-midi. À 5h de l'après-midi. C'est 5h de l'après-midi. Ce n'est pas 6h, ce n'est pas à 0h. Ce n'est pas la peine d'écrire à l'OIF directement pour dire « Ah, on a tenté de mettre ça là-dessus à 5h, ça n'a pas marché. » Donc, écrire à l'OIF à 19h ou à 20h pour dire « On tente de mettre. » Non, c'est que à 5h PM, la page n'est plus accessible. Donc, ils doivent soumettre leurs œuvres à travers le net. Voilà, à travers le net. On ne vient pas déposer à l'OIF. Donc, si quelqu'un envoie sur mon adresse OIF l'adresse d'un collègue à l'OIF, ce serait nul. Et ça il faut aller sur la plateforme. Il faut aller sur la plateforme, déposer sur la plateforme comme tout le monde, dans l'heure en question. Si on a des difficultés avant l'heure, c'est pourquoi il faut s'y prendre tôt. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour mettre le chrono au poignet, commencer par courir dans tous les sens, faire tomber toute la terre d'Haïti pour dire oui, on veut déposer, ça ne marche pas. Non, quand on rentre dans ce schéma, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on va constater très calmement que vous ne vous êtes pas pris à temps et que vous devez attendre le prochain concours l'année suivante, à condition d'avoir 35 ans au plus. Les primes à gagner. Oui, c'est très intéressant. Déjà, lorsque vous gagnez le premier prix, parce que dans chaque catégorie, il y a 2 lauréats. Premier et deuxième prix pour les 3 catégories. Donc, les gagnants du premier prix bénéficieront d'un stage d'1 mois à l'extérieur d'Haïti, dans un média de grande réputation. Et je peux déjà annoncer que le gagnant ou la gagnante de premier prix pour la catégorie radio ira faire son stage à Paris, à Radio France Internationale. C'est déjà signé avec Radio France Internationale, donc je peux en parler avec autorité. Donc, ça là, c'est très clair. Il reste pour la presse écrite et pour la télévision, et nous aurons les éléments d'information. Bon, nous savons à peu près, mais dans notre démarche, pour pouvoir l'annoncer, il faut que ça soit signé. Oui. Quand ce n'est pas signé, nous ne nous permettons pas de l'annoncer. Donc, premier prix, essentiellement, c'est cela. Au niveau du deuxième prix, les gagnants du deuxième prix bénéficieront de bons d'achat de livres, bénéficieront aussi de portables sur table, bénéficieront également d'un abonnement numérique au monde diplomatique qui, cette année, a sorti quand même le grand jeu en proposant aux lauréats la possibilité d'accéder aux archives du monde diplomatique depuis 1954. Un journaliste qui veut faire vraiment un travail à fond pour avoir des archives du monde diplomatique depuis 1954, c'est énorme. Donc, c'est proposé dans ce sens. Il y a aussi des formations qui sont proposées, par exemple par l'Institut français, qui est également un des partenaires, et qui serait soit en français, si on veut pas faire le français, ou en bureautique. Il y a des formations en cybersécurité qui sont proposées également par l'UNESCO et d'autres formations sur les techniques professionnelles. Alors, pour mettre un terme à cette émission, est-ce que vous avez quelque chose de plus à ajouter? C'est d'exhorter les jeunes journalistes à commencer à se mettre au travail. Nous sommes déjà au mois d'octobre et vers la fin du mois d'octobre. Donc, depuis le lancement de ce prix, le 25 septembre,
on a fait presque un mois. Nous devons commencer par voir tomber les reportages. Donc, je les exhorte à commencer dès maintenant et à sortir leur reportage le plus tôt possible pour pouvoir peaufiner leur reportage et être parmi les meilleurs. Je souhaite qu'ils soient les gagnants du premier prix. C'est vrai, tout le monde ne peut pas gagner. Il y aura 2 prix par catégorie, mais le fait de contribuer, de participer à ce concours, de se donner à fond, ça va leur permettre d'améliorer leurs compétences. Et ils verront par la suite que ça va leur donner plus d'aisance dans l'exercice de leur métier, parce que ce métier est un métier passionnant, le métier du journalisme. Et vous parlez en tant que journaliste. Oui, voilà. C'était un plaisir de vous recevoir, M. Adjovi. Plaisir partagé, et également je voudrais saluer les téléspectateurs de la TNH et leur dire merci de nous avoir reçus. Ce matin, au studio, nous avons reçu M. Emmanuel Adjovi, représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Avec lui, on a abordé divers aspects. On a regardé l'OIF, sa mission en Haïti, les différentes actions réalisées dans le cadre de la mission de l'OIF en Haïti. Et nous avons aussi parlé de la 6e édition du concours Jeunes Journalistes en Haïti. Merci de votre fidélité, de votre attention. Bonne journée si vous êtes en direct. Bon après-midi si vous nous suivez en rediffusion. Restez sur la télévision nationale d'Haïti pour la suite de la programmation. Bye bye tout le monde. À la prochaine.